Aujourd'hui, je reçois Aymeric Augustin dans Off the Record. Aymeric, c'est le CTO de Conto, cette pépite de la French Tech qui vous permet de gérer votre compte bancaire professionnel online. Avant cela, il était chez Canal+, il s'est aussi beaucoup investi dans la communauté open source Django. On va parler de son parcours, de son rôle chez Conto, des défis auxquels il a fait face en tant que CTO. Et puis, je vais lui demander comment il appréhende l'arrivée de l'intelligence artificielle chez Conto. Alors, place à Aymeric Augustin dans Off the Record. Dans ce monde de gestion financière, le dernier truc que tu veux, c'est une surprise. Salut Aymeric, bienvenue dans Off the Record. Bonjour Carlos. Bon alors, on s'est connus parce que Conto est le sponsor de Silicon Carnet depuis déjà quelques mois. On est super content de vous avoir dans nos émissions. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a discuté et puis je me suis dit ça serait vachement intéressant d'avoir le CTO de Conto qui nous explique un petit peu son métier. C'est quoi CTO chez Conto? Vous sponsorisez plein de podcasts d'ailleurs. Vous êtes des partenaires des créateurs de contenu français. Tout à fait, on adore bosser avec des podcasteurs. Et la raison est super simple, c'est que Conto, pourquoi je fais staff, pourquoi on fait staff, c'est pour faciliter la vie des entrepreneurs, fondamentalement. Beaucoup des entrepreneurs sont jeunes, ils vont pas forcément regarder la télévision. Et donc, aujourd'hui, on veut être connu de tous les créateurs d'entreprises. Et en fait, on a de plus en plus de gens qui viennent chez nous qui nous disent j'ai envie de parler de vous sur tel podcast. Et c'est pour ça qu'on est là. Bah oui, non, mais c'est dingue. Il y a un shift total. C'est vrai que ces entrepreneurs, ils ont pas de temps, et donc ils regardent pas la télé, ils cliquent pas sur les bannières de pub, et effectivement, ils écoutent en revanche des podcasts et ils s'informent à travers ces podcasts. Hein. Ouais, et puis on le voit énormément. Typiquement, il y a 5 ans, quand j'arrive chez Conto, on se demande encore un petit peu si c'est raisonnable de créer une entreprise de A à Z depuis son smartphone. Très clairement, des gens créent une entreprise de A à Z sur un smartphone. Ouais, Donc, ça fait tard de parler de vague du mobile en 2025, mais bon, dans le monde de la gestion d'entreprise, etc., il y a encore quelques formulaires, des choses comme ça. Alors, chez Conto, évidemment, aujourd'hui, il y a 250 000 personnes qui ont créé une entreprise avec Conto. Hein, donc 250 000 ouais, aujourd'hui, on est un des plus gros acteurs de l'ouverture du premier compte bancaire de la boîte, quelque part, qui est un point de départ. Hein, tant qu'il n'y a pas d'argent, la boîte fait rien. Ouais. Et on a une offre complète de création d'entreprise bout en bout pour toute la partie formalité. C'est Alexandre et Steve, les deux cofondateurs de Conto, qui eux-mêmes étaient des entrepreneurs à la base. Tout à fait. Et qui ont souffert de pas pouvoir créer un compte en ligne facilement et surtout de gérer des comptes à la papa dans les banques traditionnelles, et qui ont eu l'idée de créer Conto. C'était en 2017, c'est ça? Ouais, on a lancé le produit en 2017, ils avaient commencé à travailler dessus en 2016. Alors, moi, j'y étais pas, donc je le raconte de seconde main. T'es arrivé plus tard. Ouais, moi, je suis arrivé en 2020. Donc, l'histoire, clairement, c'est la souffrance parce qu'il faut faire un virement et qu'en fait, l'agence est fermée et que l'accès en ligne, il est compliqué. Ton conseiller est pas là, il est en vacances. Il y a le petit système physique à 6 chiffres, etc. Enfin, quoi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, j'étais client de Conto avant de rejoindre Conto, donc j'ai un peu vécu cette souffrance. Je me souviens d'une discussion assez étonnante avec mon conseiller de l'agence bancaire du coin, parce que c'était en 2015, hein, Conto n'existait pas encore. Et à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi ça va me coûter 50 € mon compte bancaire, que le compte pro, vous me le faites gratuit, et que franchement, c'est juste ma pomme pour une activité de freelance. Je comprends pas. Et puis, il me dit un truc, et puis je sens bien que lui-même, en fait, il n'y a pas de vraie raison, quoi. Lui-même le sait pas. Ouais. Et puis, plus tard, j'ai compris qu'il y avait des sujets de contrôle des entreprises, parce que c'est plus compliqué pour une banque de savoir ce que fait une entreprise que de savoir ce que fait un particulier. Bon, néanmoins, il se trouve chez Conto, on arrive à le faire moins cher. Et puis le deuxième moment génial, c'est le jour où j'ai bossé pendant 1 an et j'ai essayé de me payer avec des dividendes. Et alors là, j'ai découvert que c'est très compliqué. Avec une banque traditionnelle. De me faire un virement de moi-même, moi-même, ma SASU à moi-même particulier pour me payer. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un problème. Et donc, quand en 2019, j'ai découvert Conto, j'ai basculé immédiatement. Ouais. Moi, je viens des États-Unis, je vis à San Francisco. On a une société qui fait un peu comme vous, qui s'appelle Mercury. Je sais pas si tu le connais certainement, qui est un peu la référence pour les comptes professionnels.
les États-Unis, ça reste une inspiration dans ce que vous faites. Ils sont en avance ou pas vraiment? Parce que c'est pas toujours le cas. J'ai l'impression que souvent les systèmes bancaires en ligne aux États-Unis sont quelquefois aussi préhistoriques qu'en France. En tout cas, sur les banques traditionnelles, ça c'est absolument clair. Mais vous les regardez, les concurrents américains comme Mercury et les autres? Alors, on regarde ce qui se passe dans le monde, les tendances, et on regarde notamment tout ce qui sort comme nouveaux produits, au titre de la... Si ça se trouve, un jour, on va trouver quelque chose qui sort auquel on n'a pas pensé, et puis on va dire c'est une super idée. Je pense après que les contextes... En fait, il y a un contexte réglementaire et une infrastructure bancaire qui est relativement différente. Ça reste assez localisé, même déjà au sein de l'Europe. On a la chance, on a la zone CEPA. On a à peu près la même réglementation partout en Europe? On a des points communs, je dirais. Par exemple, à nouveau, la possibilité de faire de la portabilité de licence, d'opérer dans des pays sans refaire une licence complète là-bas, c'est pratique. Mais on doit quand même regarder la réglementation pays par pays, parce que les règles sont très complètes, sont très détaillées. C'est très important pour les États de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui sont les sujets qu'il y a derrière. Et donc, on doit non seulement faire un bon travail pour s'assurer que on sert des clients honnêtes, mais on doit aussi être très minutieux sur les attentes du régulateur local. Et donc là, il y a une partie clairement locale. Et donc, aujourd'hui, quand tu dis 250 000 comptes, en France uniquement ou dans d'autres pays? 250 000, vous êtes dans combien de pays aujourd'hui? 250 000, c'est les entrepreneurs qui ont créé leur entreprise avec Conto. C'est les naissances. Les naissances. Après, il y a encore plus de comptes, quoi. Voilà, il y a d'entreprises existantes qui rejoignent Conto. Et donc, aujourd'hui, on a 600 000 entreprises clientes dans 8 pays désormais. On a commencé en France assez rapidement. On s'est étendu sur l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les gros marchés européens. Et là, il y a quelques mois, on a lancé en complément le Portugal, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, puisqu'on a la vocation à proposer des solutions à tous les entrepreneurs européens. C'est déjà un bon point de départ, hein, franchement. Ouais. Une fois qu'on aura fait l'Europe, on verra comment on veut aller plus loin. Et c'est intéressant parce que je parle souvent de catégories de startups. J'aime bien catégoriser les startups. Il y a des startups locales qui répondent à des problématiques purement locales, puis des startups globales qui répondent à un problème qui est partout dans le monde et qu'on peut adresser immédiatement avec un software, par exemple, du SaaS, de la même façon que le client soit français ou que le client soit américain. Et puis, il y a ce que j'appelle les startups multilocales. C'est-à-dire que le problème est le même partout, en France ou aux États-Unis, mais on peut pas adresser ce problème globalement from day one, dès le premier jour. On commence par une première zone géographique, et puis on s'étend comme ça, de pays en pays. C'est ce que vous faites, en fait, chez Conto. Vous êtes complètement dans cette catégorie multilocale, parce que le problème que moi j'ai aux États-Unis, c'est pour ça que j'utilise Mercury, il est le même que celui d'un entrepreneur ici en France. Oui, c'est exactement ça, tu le décris super bien. Ouais. Il y a de l'infrastructure fondamentale qui marche dans tous les pays. Par exemple, il y a quelques mois, on a déplacer toutes les cartes bancaires Conto sur un système construit en interne directement connecté à Mastercard pour le processing des cartes, pour autoriser les transactions cartes. Et ça marche de manière essentiellement identique partout, donc c'est un investissement qui bénéficie à l'échelle. À l'inverse, en ce moment, là, il y a un gros sujet autour de la facturation électronique que tous les États européens sont en train de déployer. Mais en fait, les standards, l'architecture est construite pays par pays par l'administration fiscale ou le ministère des Finances locales. Et donc, on a une implémentation par pays. Le problème est le même. Et il y a un petit peu de connaissances réplicables. Il y a quelques formats de fichiers standardisés. Mais en fait, à chaque fois, il y a quand même un setup à faire dans chaque pays. Et est-ce que la part culturelle, elle entre en compte aussi? C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais entre la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal. C'est le même produit, c'est la même interface, c'est la même. Ou est-ce qu'il y a des particularités culturelles au-delà de la langue, bien évidemment? Oui, évidemment, là, on traduit l'application. Donc, au-delà des fonctionnalités spécifiques aux réglementations moyens de paiement locaux, on a un petit peu d'adaptation culturelle, mais je dirais que c'est assez mineur. Tu vois, un exemple assez manifeste, c'est que les limites de retrait d'argent en Allemagne sont plus élevées. Parce qu'on sait qu'en Allemagne, le cash est beaucoup plus présent et sur des montants plus importants que dans les autres pays européens. Donc ça c'est un petit exemple. Au global, on essaye
vraiment être un acteur européen. On s'appelait Conto.eu avant de s'appeler Conto.com. Conto, ça veut dire compte en espéranto. Tu vois, donc il y a vraiment cette philosophie de servir l'entrepreneur européen autant que possible avec une solution unifiée, parce que quand même le problème reste le même. Donc on essaye de pas se retrouver à maintenir 10 produits, à bien isoler les besoins locaux dans des fonctionnalités locales adaptées aux entrepreneurs. La stratégie, c'est pas du tout d'aller aux US, c'est vraiment de devenir c'est ça qui est top en fait avec le multilocal, ces stratégies multilocales de start-up, c'est que certes la problématique que vous réglez elle est globale, mais vous n'avez pas besoin d'aller de devenir le winner stake all. Il y en aura pas d'ailleurs dans votre secteur, je pense. Il y aura pas un seul gagnant dans le secteur. Il y aura plusieurs gagnants par plaque géographique. On l'a vu par exemple dans la livraison. Il y a Postmate aux États-Unis, il y a Deliveroo en Europe, il y a des acteurs comme ça différents. Il y a Glovo par exemple en Espagne et puis aussi beaucoup en Amérique du Sud. Il y aura pas un acteur qui va prendre tout le marché comme c'est dans le CRM par exemple ou peut-être dans les LLM. Je serais pas aussi sûr. Quelque chose qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que le secteur bancaire, c'est un très, très, très gros secteur. Ouais. Rien qu'en France, on a plusieurs banques au CAC 40. Alors que sur les autres business qu'on a cités, je crois pas qu'il y en ait au CAC 40. Ouais. Ou dans des indices majeurs dans d'autres plaques géographiques. Aujourd'hui, le marché est tenu par les banques traditionnelles. Elles ont encore... Vous êtes encore un petit player par rapport à elles, c'est ça on a une part de marché à un chiffre en pourcent. Ouais. Donc, si tu veux, avant de penser aux États-Unis, on se dit que peut-être on peut commencer par faire 10, 20, 30% de part de marché en France. On est déjà sur la création d'entreprises, on est vraiment installé à l'entrée, mais il y a toutes les entreprises existantes qui ont des systèmes financiers qui tournent, qui sont pas forcément complètement satisfaisants, qui sont pas forcément les plus performants qu'on peut faire aujourd'hui. Mais changer la banque et la gestion financière et la facturation et la gestion des dépenses pour aller chercher des gains de productivité est peut-être pas leur focus aujourd'hui. Et donc graduellement, on est en train de convaincre tous ces gens-là qui seraient plus libres de gérer leur business et de passer moins de temps en finance avec Conto, mais ça prend un certain temps. Mais la bonne nouvelle, tu vois, c'est que tous ceux qui commencent avec nous en général restent avec nous. Et donc c'est pour ça que créer une entreprise en quelques minutes, on arrive à faire en quelques minutes maintenant. Quelques heures, éventuellement. C'est le début de l'expérience magique. Ouais. Et ensuite, on essaye de répondre à tous les besoins du client. Et c'est comme ça qu'on construit Conto, si tu veux, en rajoutant toutes les briques. Des briques. Il y avait quelqu'un, j'avais fait un post sur vous, il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires que vous étiez ultra dynamique en termes de nouvelles features. Il me disait, ces tarés, ils sont toujours en train de rajouter des nouveaux trucs, des nouvelles features dans l'application. C'est vraiment la culture startup appliquée au monde bancaire. On va reparler de Conto, bien évidemment, dans cette interview, mais j'avais envie de revenir un petit peu sur toi. Savoir aussi comment t'es arrivé chez Conto, parce que t'as eu une vie avant Conto. Tout à fait. Bon, tu es polytechnicien, on peut le dire, c'est pas grave. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Voilà, donc t'as fait des études à Polytechnique. Et puis, t'as commencé au groupe Bolloré. T'as commencé ta carrière... c'était chez Canal+, c'est ça? Alors Canal+, ça vient un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ça commence, je ne réalise pas du tout qu'en fait, c'est le groupe Bolloré. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un stage dans une startup dans la Silicon Valley. J'avais adoré, j'ai essayé d'y retourner, mais les quotas de visa H1B avaient saturé cette année-là. J'ai pas gagné à la loterie. Ah mince. Du coup, je suis resté en France. D'accord. Mais du coup, je suis marié, j'ai 3 enfants, donc quelque part, c'est pas si mal. Ouais. Et ça j'ai coûterait une blinde là-bas aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Enfin, je sais pas ce qui se serait passé là-bas, mais bon, c'est quand même c'est un aiguillage dans la vie, quoi. Ouais, un aiguillage. Et il y a un dé qui a choisi pour toi, donc du coup, ça se fait en France. Et je commence à faire le tour de toutes les startups de la place parisienne. Je regarde les incubateurs, etc. Et puis, on est en quelle année là? On est en 2007 à ce moment-là. 2007. Donc ça veut dire que déjà, parce que là on est pré-French Tech, il n'y a pas encore cette Startup Nation, Macron n'est pas arrivé en... Ouais. Donc t'avais déjà, parce que c'était déjà la mode à Polytechnique de vouloir monter une startup ou de rejoindre une startup en 2007. Non, mais c'était assez bizarre. Et puis franchement, à cet âge-là, on comprend pas trop ce qui se passe. Tu vois, il y avait l'histoire des grands corps de l'État. Oui, c'est ça. Pour moi, les polytechniciens, ils sont faits pour ça normalement. Ouais. Et puis je signe pour le corps des télécoms.
sans comprendre que en fait le corps des télécoms c'était le vivier de cadre de France Télécom, Orange à ce stade, et que ça a été privatisé 15 ans avant, 91 je crois. Donc tu vois, en fait à cet âge-là on comprend pas très bien le monde, et juste j'étais je pense excité par l'idée de builder, quoi, tu vois. C'est ce que j'avais gardé du stage, c'est que j'avais touché à tout. J'avais été mis dans un avion en direction Taïwan pour aller regarder dans l'usine la qualité des devices qui sortaient pour en tester 200 à la main. Tu vois, j'avais écrit du code, et j'adorais ça. Et donc toujours est-il que je frappe à toutes les portes et je trouve pas vraiment d'équipe avec laquelle ça fit et que j'ai envie de rejoindre, etc. Et je tombe via la mafia polytechnicienne, ça sert ça. Elle existe, elle existe un petit peu, en l'occurrence via l'amicale du corps des télécoms, sur une entreprise qui s'appelle Polyconseil, qui est une boîte de conseil en télécom et médias, petite entreprise, imprenant 25 consultants à l'époque, mais qui a créé 2 spin-offs, dont une aujourd'hui qui a très bien réussi, qui s'appelle WeFirst. Ah, d'accord, WeFirst. Voilà. Donc c'est l'entreprise de Marc Taillab. Et là, j'ai un bon fit. Pour le coup, à nouveau, c'est mon premier job, hein, je prétends pas grand-chose, mais je me dis, allez, c'est la pire offre en termes de salaire que j'ai eue. Toutes les autres sont vraiment bien au-dessus, mais ces gens-là créent des business, et la prochaine fois qu'ils en créeront un, je rentrerai dedans. Il se trouve qu'il n'y a pas eu d'occasion de créer un business et de rentrer dedans, mais que j'ai quand même fait 2 créations d'activités from scratch avec cette boîte, dont Autolib. Ah ouais. Ouais, dont Autolib qui était un beau projet, parce que quelque part en janvier 2011 on commence à en discuter un petit peu. Alors pardon, j'ai raté un épisode, c'est que Bolloré rachète Polyconseil à un moment donné, je sais pas exactement. Ouais, d'accord. Okay. Donc du coup c'est comme ça qu'on que tu te retrouves chez Bolloré. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on devient les consultants. Par absorption. Ouais, par absorption, pas par choix. Et on quelque part on devient les consultants qui peuvent aller voir à peu près n'importe quoi pour faut envoyer des gens rapidement pour comprendre quelque chose ou qui tombent dans aucune case, quoi. Et donc Autolib ça tombe un petit peu là-dedans quand Bolloré veut mettre les voitures sur la route pour montrer que la techno de batterie marche. Et donc on a 10 mois pour construire ça, puisqu'il y a une délégation de service public qui a été signée, et avec des gros montants de pénalités si ça sort pas, et que le 2 octobre c'est démo à Bertrand Delano et Vincent Bolloré, et le 5 décembre c'est go live. Et il y a pas de discussion, ça va go live quoi qu'il arrive, quoi. Et vous étiez c'était possible, c'était envisageable à ce moment-là, ou Là, disons qu'il y avait un gros puzzle avec beaucoup de pièces. Puisqu'il y avait des filiales du groupe qui étaient capables de produire les bornes, il y avait un plan pour faire les voitures, il y avait toute la filière de batteries qui tournait, mais il fallait quand même accrocher tout ça ensemble, et la partie informatique ressemblait à un cahier des charges de 150 pages qui allait partir chez Atos ou Capgemini. Ce qui, à l'époque, du point de vue des consultants, on s'est dit ça va pas marcher, ça va pas sortir à temps. Et donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à le construire nous-mêmes. Et en fait, Autolib est devenu la plus grosse partie de Polyconseil. Enfin, on a fait une croissance hallucinante sur les années qu'on suit, juste pour monter toute la partie service, quoi. Logiciel et service. Alors, en 2016, ça c'est intéressant. J'ai été surpris d'ailleurs quand je regardais ta bio. Toi qui sors de Polytechnique, qui est chez Bolloré, qui travaille sur Autolib, qui va chez Oscaro. Là, tu te prends et tu te dis, j'ai monté ma propre start-up. Ouais, mais ça faisait longtemps que ça me travaillait. Ah, ça faisait longtemps que ça te travaillait. Franchement, alors je me suis marié assez jeune, j'ai eu des enfants assez jeunes. À ce moment-là, j'en avais déjà 2. Mais après 5 ans où je travaillais, je me dis, allez, j'ai un petit peu de stabilité financière. J'y vais, parce que si j'y vais pas maintenant, je me regarderai dans 5 ou dans 10 ans et je regretterai de pas y être allé. Franchement, je me souviens avec émotion d'avoir donc créé ma boîte. C'était quoi cette boîte? Au début, je me dis je vais déjà faire quelque chose de mes journées en attendant. Je crée une structure de freelance et on va voir. Et du coup, je poste sur Twitter, hey, ça y est, j'ai créé ma boîte. Et quelqu'un répond, tu ferais pas du consulting sur Django par hasard? Et alors, du coup, je me dis, waouh, inbound marketing! Toutes ces années passées à faire de l'open source et à gagner quelques followers sur Twitter ont servi à quelque chose. Ouais. Et franchement, c'était vraiment émouvant pour moi, tu vois, d'envoyer une première petite facture à quelqu'un aux États-Unis qui est super sympa, qui faisait un SaaS Legal Tech, un outil de gestion pour les avocats pour gérer leur case et leurs documents. Que j'avais aidé au moment de son go live. Il y avait besoin d'un petit coup de main pour mettre la plateforme bien sécurisée, bien propre et en ligne pour lancer. Et ouais, le moment où la première facture est payée, en fait, je me dis, mais celle-là, je l'ai gagnée tout seul avec mes petits bras, quoi. Ouais. C'était combien? Plus salarié, quoi. Je sais plus, ça devait être $2000 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, moi, ma première facture, c'était 150 francs
à l'époque. Ça commençait un peu avant. Non, mais moi, je faisais du consulting. Je vendais du conseil pour. J'apprenais aux gens à envoyer un mail. On est en 95, 96. Wow. 150 francs, ma première facture. C'est mon premier chiffre d'affaires. Donc, tu vois, tu m'as battu. 2000 euros, c'est énorme. Hein. 2000 euros, c'était mon chiffre d'affaires. Ouais, mais j'avais un peu triché parce que si tu veux, j'étais passé dans une boîte de consulting quand même quelques années. J'avais fait des propals. J'avais dit comment tu prices du consulting, tu vois. Alors évidemment, j'ai commencé à un tarif auquel je risquais pas d'avoir une négo parce que comme tout tech, j'adore négocier. Tu vois le truc. Ouais. J'avais un peu le background, quoi. Et donc cette start-up que tu lances, c'était pas une start-up. Non, donc c'était pas mon du petit consulting, business, là. mon petit business perso. Ouais. Et je commence à chercher à rencontrer des gens par réseau et autres. Et donc je rencontre Raphaël et Cécile qui avaient un projet d'InsurTech. InsurTech, dans l'assurance alors. Et à l'époque où il y avait une vague autour de l'assurance collaborative, il y avait toute l'idée d'aller recréer du lien humain dans l'assurance, de connaître un peu les gens avec qui on est assuré, tu vois, en s'appuyant sur une notion de réseau social. Pour casser un peu l'effet. De toute façon, l'assureur, c'est un voleur et tout l'aléa moral, quoi. Autant racketter l'assureur vu que je suis assuré, quoi. C'était Alan avant Alan ou c'était on s'est lancé en même temps qu'Alan, donc ça fait un petit peu mal évidemment quand on voit les trajectoires à la sortie. Mais je pense que Alan avait pris un chemin plus classique. Plus similaire d'ailleurs à ce qu'a fait Conto, qui est juste ok, on va prendre un business existant et connu et on va l'exécuter de manière beaucoup plus intéressante. Et donc tu décideras d'abandonner au bout d'un an parce que tu te dis quoi? Tu te dis c'est pas pour moi. Un peu plus, un an et demi. En fait, pour être très honnête, on a eu beaucoup de mal à vendre. Et il y a un côté fail fast. Tu essaies de créer quelque chose, tu construis un produit, tu regardes si ça accroche sur le marché. Bah, si ça marche pas, il faut pas le faire. Tellement accroché. Et du coup, ce que j'ai fait, sans jamais tellement l'expliciter, si mes cofondateurs m'écoutent aujourd'hui, ils le sauront, mais c'est que j'ai embauché quelqu'un qui était peut-être un petit peu surdimensionné par rapport aux besoins du jour, mais qui allait pouvoir prendre le lead de l'équipe pour pas les laisser dans la panade. Et puis après, j'ai organisé. Et je crois pas profondément que la techno ait été le point limitant de cette boîte. Je dis pas que j'ai tout fait parfaitement, tu vois. Je pense qu'à l'époque, je connaissais pas encore très bien le mobile. On voyait Lemonade qui avait un truc mobile first qui lançait en même temps. Mais la grosse difficulté fondamentalement, c'est qu'on n'a pas rencontré un marché qui voulait de nous. Hein. Pourquoi t'as rejoint Conto? C'est eux qui sont venus te chercher ou c'est toi qui as j'ai failli ne pas rejoindre Conto. Il y a une première recruteuse qui m'appelle et qui me dit bon, est-ce que vous êtes à l'écoute, etc. Je sais pas pourquoi, mais c'est un moment où entre le boulot, la famille et tout, j'étais plutôt dans l'esprit de j'étais plus dans l'esprit de attends, là on va pas en plus changer de boulot maintenant. Et puis ils insistent, quoi, tu vois, ils me rappellent. Et puis je dis bon ok, je vais prendre le call. Et puis après je réalise qu'en fait Conto vient de lever sa série C, que c'est rentré tout au haut de la French Tech, que ma première réponse est content à côté de la plaque. Et je me dis mais c'est enfin l'occasion de prendre ce skill set manager, ce skill set entrepreneur et de venir recoller les deux branches. Conto avait levé combien? Aujourd'hui ils ont levé plus de 600 millions. Ouais, là on a levé 622 avec la série D. À l'époque après la série C on était 300, à 162 millions de mémoire. 360. Donc en tout cas, c'était clairement la dynamique de... Alors à nouveau, il faut des personnes différentes à différentes étapes de la boîte. Marco, qui avait été CTO jusque-là, allait passer CPO. Parce qu'au début de cette tech et produit, c'est très intriqué. Et t'as pas des complexités techniques extrêmement profondes. Alors, il y a déjà de la tech, parce qu'on est quand même une institution financière. Mais il y a vraiment un gros sujet de vélocité produit. Et puis à un moment donné, t'as un sujet de scaler la tech. Donc t'as cette transition qui se fait. Et bref, toujours est-il qu'il y a un très bon fit. Et je me souviens au bout de... Tu parles avec qui là? Tu parles avec les cofondateurs ou tu parles avec à ce moment-là je parle d'abord recruteur, ensuite à Marco et Steve. Donc Marco le CTO qui passait CPO et Steve le fondateur. Un des cofondateurs. Donc qui est mon manager depuis. Et en fait c'est très rigolo parce que le courant passe. Au bout de 4 interviews, je me dis bon c'est bon, ça va le faire. Il y a plus qu'à suivre tout le reste du process et à pas faire de conneries sur les entretiens. Ça continue à fitter. Et du coup, à nouveau dans la rubrique des choix discutables, mais c'est comme ça, je le dis, non, mais moi, franchement, il faut que je finisse de laisser mon équipe propre là où je suis. Franchement, j'arriverai en juillet, quoi. Parce qu'on est en mars. C'est pendant le Covid, hein, on est lockdown, on est en visio. D'accord. Le monde est bizarre et voilà. On est en 2019, hein, c'est ça? On est en 2020, mars 2020.
Et donc, du coup, je bosse plus que jamais pendant les 3 derniers mois chez Canal, tu vois, ce qui te montre Tu leur dis, là, à ce moment-là, que tu t'en vas, bien oui, sûr. Bah, chez Canal, j'envoie la lettre et je fais, bon, écoutez, j'aurais fait 3 ans, my job here is done. Franchement, l'équipe, je trouve que je vous la laisse en bon état. Et donc j'arrive chez Conto. Voilà, nouvelle vie. Et donc, tu arrives chez Conto, on est en plein Covid encore, ou tu arrives physiquement chez Conto? Non, j'ai beaucoup de chance parce que j'arrive début juillet et là, on n'est pas lockdown pendant quelques semaines, et donc j'ai le temps de faire la connaissance des gens, ce qui est quand même très pratique. Il y a une 60aine de personnes, je pense, à la tech à l'époque. Ouais. Et puis après, ça, l'automne revient. Et c'est quoi Conto pour toi? Est-ce que c'est la boîte que tu aurais rêvé de créer au moment de cette InsurTech, et quand tu la vois, tu te dis effectivement, j'aurais rêvé de créer cette boîte. Bon, c'est dans la banque, mais c'est assez proche finalement. Si tu devais résumer Conto, tu le définirais comment? Moi, je le vois vraiment comme c'est la première fois que je rejoins une boîte dont j'étais client et qui a changé ma vie avant que je le rejoigne. Tu vois, toutes les autres boîtes, Autolib, Canal+, je l'ai fait, du coup, j'ai eu un abonnement collaborateur et du coup, j'ai utilisé le service. Mais quand je suis parti, comme c'était pas quelque chose qui est parti de mon mode de vie, Dirty Secret, beaucoup de gens chez Canal ne regardent pas la télé, non, même pas la télé. Donc, non, je te jure, c'est vrai. Et donc, du coup, j'arrête d'utiliser en partant, et Conto, c'est une boîte que j'utilisais avant et que j'utiliserai si un jour je pars après, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que depuis le début, j'ai cette histoire d'entrepreneur qui me gratouille. Et je me suis tapé la galère de créer une boîte avant que Conto sache le faire en 10 minutes. Je me suis tapé la galère du compte bancaire dans l'agence du coin à l'ancienne. Et en fait, du coup, je comprends pourquoi on est là. Et donc, évidemment, ça va beaucoup plus loin. Là, ce matin, on vient d'annoncer que on veut devenir établissement de crédit pour pouvoir accélérer sérieusement sur le financement des entreprises. Parce que la simplification, c'est important pour libérer l'entrepreneur, mais le financement d'activité, c'est important aussi. Donc, tu vois, on a encore un terrain de jeu. Et puis ça va vous permettre de remonter la chaîne de valeur aussi, de toucher des entreprises plus structurées aussi, et avec des offres de financement, et permettre aussi à ces entreprises qui, certaines ont grandi, peut-être dans votre portefeuille aussi, d'avoir accès à ces produits. Quoi, absolument. On va vers des entreprises plus matures de 2 manières. D'une part, en étendant le portfolio d'offres bancaires. Et puis d'autre part, en développant toute la partie plus logiciel de gestion financière, c'est-à-dire facturation, gestion des dépenses, comptabilité, où les besoins s'accroissent au fur et à mesure que la boîte grandit. Quand tu arrives chez Conto, qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Il y a eu un moment complètement un hasard, mais très formateur dans la première semaine. On a eu une bonne grosse galère qui arrive probablement à toute start-up financière une fois dans notre vie. On a malencontreusement multiplié des montants par 100. Oups. Ah ouais. Les clients devaient être contents ou pas d'ailleurs, si ça se trouve c'était des retraits. Celui qui avait payé un Big Mac qui lui a coûté 1 800 €, ça l'a un peu chatouillé. Celui qui avait un remboursement de 5 000 € qui tombait ce jour-là, il a cru avoir gagné à la loterie. Bon, bref. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Tu es en train de construire un système de processing des cartes où tous les soirs tu as un fichier qui tombe et tu le traites et tu fais des évolutions de ce système a priori parce que ça a été construit par plusieurs personnes et tu veux le rendre uniforme, et la somme des processus de conception, de vérification, etc. n'arrive pas à empêcher une combinaison d'erreurs humaines et le truc explose. C'est un bug, quoi. C'est un bug, exactement. C'est pas très compliqué à la fin, mais donc du coup, évidemment, mode crise toute la nuit pour défaire tous les dommages et remettre tout dans l'axe et tout réparer. La bonne nouvelle, c'est que pour la banque, si en quelques heures, tu arrives à revenir dans la situation telle qu'elle devrait être, globalement, tu t'en sors. En fait, c'était hallucinant de voir qu'il n'y a pas eu un seul moment de finger pointing. Tu vois, personne n'a dit mais vous avez foutu quoi à la tech là? Qu'est-ce que vous avez foutu, franchement? Et on était juste tous focus. Alors moi je venais d'arriver, tu vois, donc je faisais organisateur, chef d'orchestre de la résolution, et puis je suis en train de commencer à comprendre comment. Mais toi t'es arrivé comme dans un film de Star Wars, quoi, Space Opera, t'as commencé avec une bataille. Exactement. Alors du coup ça a eu un avantage personnel qui est que quelques personnes se sont dit bon c'est bon, il a l'air de savoir faire le taf, donc ça c'était pratique, mais moi ça m'a surtout permis de voir que l'équipe que je rejoignais était une vraie équipe, tu vois, des gens qui se faisaient confiance, et si ça tanguait, franchement l'un était à la boire, l'autre la voile, le troisième chercher la carte, enfin. Tu vois. Et comme le Marco, donc le CPO, pouvait pas être dans le code directement, je l'ai vu commencer à écrire les coms pour les clients, quoi, tu vois. Non, mais c'est assez impressionnant de voir finalement la maturité pour une start-up, quoi. Quelque part, c'était une jeune entreprise, mais qui arrive à traiter des problèmes comme ça, qui sont
des paniques, quoi, de façon hyper mature et avec un sang-froid incroyable. Tu t'attendais pas à voir ça forcément quand t'arrivais, quoi. Et là, tu comprends que tu vois, on a une valeur qui est intégrité, et tu vois vraiment dans les actions des gens les valeurs de la boîte. Ça, c'est une autre chose qui me marque beaucoup chez Conto. Dans beaucoup de boîtes, t'as les valeurs écrites au mur. Ouais. Je crois qu'elles sont toujours pas sur les murs chez Conto. Ce qui est une connerie, hein, parce que ça marche pas quand on fait marche pas comme ça. Hein, c'est voilà. pas parce que tu écris. Mais en fait, on les reconnaît dans les comportements, voire les gens, ils font référence dans leur prise de décision. Ouais. Tu vois, si on fait ça, ça ne correspond pas à notre valeur de mastery, donc on peut pas se satisfaire de cette solution. Ouais. Et ouais, donc c'est vraiment ça qui m'a marqué dans les premiers mois. Le bug dont tu parles là, les banques traditionnelles les ont aussi, ces bugs, non? Ou elles les ont moins? Ça t'est forcément déjà arrivé d'avoir un débit de carte en double sur ton compte qui est remboursé le lendemain. Ouais. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent. Je te pose cette question-là parce que il y a on parle des fois, on dit c'est néobanque. Je suppose que vous aimez pas ce terme-là de néobanque, mais c'est pas fiable. C'est pas des gens. Moi, j'ai pas confiance. Il y a une question de confiance. Je préfère aller au Crédit Agricole, à la Banque Populaire, à la Société Générale. Je suis obligé d'en citer 3, donc j'en cite 3. Et j'ai pas forcément confiance dans ces nouvelles banques que je connais pas, parce qu'il y a des bugs, parce que la sécurité est pas au top, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans ton entourage qui te disent ça. Il y a quelques années, ça va faire 2 ans maintenant, j'ai une expérience intéressante. Un jour, j'ouvre l'appli de ma banque et je vois que mon compte est à moins 25 000, un truc comme ça. Bravo. Et je constate que j'ai 50 chèques, tous d'un montant compris entre 494 et 489 euros, qui ont été débités, d'un chéquier que je n'ai jamais demandé, qui a dû être envoyé par la poste parce que le précédent arrivait au bout. Bonne initiative, sauf qu'il n'est jamais arrivé et que visiblement, il y a des chèques que je n'avais pas signés qui ont été encaissés. Bon. Là-dessus, mon conseiller m'écrit que je vais être interdit bancaire, ce qui est la bonne démarche, et me colle des agios et des frais de traitement d'incident. Merci mon conseiller. Quand je vois ça, je mets ça en contraste avec, on en parlait il y a quelques instants, je suis allé faire la keynote de l'AWS Summit à Paris là, au mois de mars, d'avril, et je leur dis mais pourquoi vous m'avez invité? Et ils me disent parce que vous avez du GenAI, des LLM en prod, en temps réel sur des scénarios d'antifraude, et franchement, vous êtes parmi les gens les plus avancés qu'on voit sur le sujet. Dans le monde de la banque. Vous êtes les plus avancés. Et donc, du coup, tu peux mettre ces deux choses en contraste. Ce qu'on a appris avec la première expérience, c'est qu'il y a des seuils fixes à 500 euros, que les fraudeurs connaissent ces seuils, qu'il n'y a pas de contrôle de vélocité. Franchement, ces choses, ça fait quand même quelques décennies que c'est connu. Le connu. chèque était de 499. 499, ouais. En fait, c'est ça, c'est 500, ils savent que c'est au-dessus de 500, ça va être problématique. Ouais, au-dessus de 500, il doit y avoir un contrôle qui est fait, tu vois, où le contrôle de signature commence à 500 euros, donc ils ont pas besoin de les signer en dessous de 500, tu vois, c'est un truc comme ça. Et on apprend aussi que ma banque est à l'aise avec le fait qu'un particulier perde 25 000 euros. Moi, je te dis tout de suite que chez Conto, on n'est pas à l'aise avec le fait qu'une entreprise perde beaucoup moins que 25 000 euros. Hein. Ça veut dire quoi? Vous avez un système d'alerte qui, quand ça se passe? Voilà, alors tu pourrais essayer de me faire décrire comment est-ce que marche la sécurité, mais tu ne m'auras pas avec ce piège, donc je n'en dirai pas beaucoup plus. C'est pas mon objectif. Mais c'est vrai que je me rends pas compte quand on pose cette question. Non, mais je peux pas en parler en public évidemment, mais on a des systèmes multi-layer, multi-couches, y compris avec des couches utilisant le DR technologie, parce que si ça peut aider à protéger nos clients, tu vois, dans un monde où tous les jours, tu as des textos qui te disent « Ah, débit de 900 euros sur votre carte, appelez tout de suite tel numéro, etc. » Et puis ils commencent à t'embobiner, quoi. Ouais. Ah, vite, on va mettre l'argent en sécurité, il va falloir virer tout l'argent ailleurs. Ouais, c'est ça. On a besoin de sécuriser nos clients pour qu'ils aient pas ce genre d'angoisse. Et donc, on le fait avec toute la palette de techno. Et comme tu disais, avec de la vélocité, c'est pas des projets de 6 mois, quoi. On avance à la frontière. Ouais. C'est dingue, hein. Aujourd'hui, tous ces scams, tous ces trucs qu'on reçoit, on a l'impression que nos comptes sont vraiment sous attaque permanente. Toi, tu dois le voir, tu es au cœur du système. C'est en augmentation, ce genre de pratique. Il y a toujours eu des arnaques. Tu vois, il y a toujours des gens qui ont appelé des gens au téléphone pour les embobiner. Je crois que ce qu'on voit de nos jours, c'est que comme
tout dans le monde, tu vois, on peut faire de la banque de manière plus digitale, plus rapide, on peut faire des podcasts de manière plus simple et on peut aussi faire des scams de manière plus simple avec de la technologie. Et ce qui se passe, c'est que le facteur limitant, un des facteurs limitants, c'est quand même l'humain, parce qu'à la fin, si un de nos clients veut faire un virement vers le rôle de Conto, quand même, lui permet de faire un virement pour payer un fournisseur. Donc du coup, est-ce un vrai fournisseur ou pas? C'est là qu'on peut essayer de surveiller ce qui se passe, et on le fait. Mais c'est pas un problème simple, c'est vraiment un problème de complémentarité entre l'humain et la technologie. La technologie change tout le temps, il faut aussi que l'humain comprenne qu'est-ce qui reste de son côté à faire pour sécuriser, quoi. Donc ouais, c'est un monde qui bouge assez vite, et où quand il y a une brèche, on voit des gens s'engouffrer. Tu parlais tout à l'heure, là, rapidement, tu disais l'intelligence artificielle, on l'utilise pour justement lutter contre ce genre de choses. Tu peux nous donner quelques exemples de trucs que vous faites grâce à l'intelligence artificielle? Ouais, alors du coup, la lutte contre la fraude, c'est le plus marrant. Mais il y a beaucoup d'autres usages chez Conto. Il y a 2 grandes classes d'usages. Il y a les usages en interne pour être plus efficace en termes de bosser, les développeurs qui bossent avec des copilotes, etc. Ça c'est le cas aujourd'hui chez Conto? Ouais, c'est le cas, c'est généralisé. On a vraiment tous les développeurs ont un assistant pour les aider à coder. C'est marrant parce que là, à un moment donné, au début, t'as les premiers qui commencent à regarder, et puis t'as la mèche qui prend, et puis ils en parlent à leurs potes, et puis ça se répand là comme ça en 2 mois. Vous l'avez pas du tout freiné, ça, quoi. Non, on a vous l'avez encouragé. On a donné des accès à tout le monde. On a clairement passé des messages de communication pour dire que c'était important. On a, au sein de la tech, on a dédié une personne plein temps qui est assise juste à côté de moi au bureau, et donc on papote de c'est quoi ces plans pour accélérer la contamination de l'AI. Contamination n'est pas un très bon mot, tu vois. Ouais, mais propagation. La propagation. Exactement. Et puis on discute de, ah oui, mais donc du coup, le bon schéma, c'est de trouver 2 personnes qui se font confiance, une qui n'utilise pas, mais qui a un projet sur lequel c'est une bonne idée. Et donc du coup, faut qu'ils passent une demi-heure ensemble, parce qu'une demi-heure, c'est à peu près le temps pour avoir l'effet waouh qui fait démarrer, et puis après l'autre va commencer à se former et essayer, tu vois. Donc on discute toutes ces choses-là. Et t'as le deuxième volet qui est l'IA dans le produit. Attends, juste sur le premier volet, l'outil pour d'assistant de coding, on en parle beaucoup dans la Silicon Valley. Vous utilisez quoi? C'est Cursor, c'est Anthropic? Aujourd'hui, on va plus loin avec Claude Code qu'avec Cursor. Okay. On va dire que Cursor est plus accessible parce que tu peux juste l'installer et tu commences à pouvoir faire des choses. Mais là, dans Cursor, tu vois, on voit les gens qui font juste tab quand l'IA propose quelque chose et que c'est à peu près bon ou même complètement bon, qu'ils le prennent et qu'ils le gardent ou qu'ils l'ajustent. Et t'as le niveau plus avancé qui est je commence à lui parler pour lui demander de faire quelque chose. Et là, pouf, t'as déjà passé un cran de fluency. Donc, il faut que tout le monde fasse ce pas-là. Tout le monde démarre à un moment. Il le faisait avant avec Stack Overflow, hein. Quelque part. Sauf que là, tu posais une question dans Stack Overflow, tu avais la communauté qui te répondait, sauf que ça pouvait prendre 1 semaine ou 2 semaines, mais c'était finalement mais je trouve que l'expérience est vachement différente parce que l'IA est plus rapide que toi, alors que Stack Overflow est plus long que toi. Donc en fait, t'as des réponses qui arrivent avant que t'aies posé les questions. C'est un truc de ma boule. Moi, je code encore, mais plus sur mes loisirs, parce que je veux pas trop que la prod de Conto dépende du fait que je code sur de l'open source. Et en fait, le moment où tu dis allez, je vais écrire un test automatisé pour cette fonction que je viens d'ajouter au projet, tu commences à taper le nom du test, et l'IA a déjà écrit tout le test parce qu'elle a deviné à partir du nom et de ce que tu es en train de coder ce qu'il fallait faire. Tu vas, ok, d'accord, rentrez. Et cette idée, c'est il y a encore quelques jours, Marc Benioff chez Salesforce disait que 70% des tâches de chez Salesforce aujourd'hui étaient assistées ou complètement générées par l'intelligence artificielle. On parle beaucoup, il y a beaucoup de réduction d'effectifs de développeurs dans la Silicon Valley en ce moment. Alors c'est pas grave, hein, ils montent leur start-up et où ils rejoignent des start-up plus petites. C'est quoi ton avis là-dessus? Le codeur, le travail de codeur, il va disparaître ou complètement changer? Ou t'as quel avis, toi, là-dessus? Alors d'abord, moi, j'espère que Marc Benioff est allé s'asseoir à côté des équipes pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain avant de dire 70%. Je pense pas. Moi, je me suis posé la question du pourcent pour de vrai. Je suis allé m'asseoir à côté des gens pour regarder. Donc du coup, méfions-nous un peu des communications tonitruantes.
Et puis on a vu des fintech qui ont annoncé qu'ils allaient tout automatiser. Et puis après, on fait des marches arrière. J'ai pas donné le nom. Hein. Ouais. Je suis là pour ça. C'est moi qui le dis. Chez Canto, nous on aime bien avoir des choses stables et prévisibles et comprendre ce qu'on fait. Maintenant, il y a plusieurs choses qui vont se passer. La première, c'est que il y a eu des gains de productivité hallucinants dans l'informatique depuis l'époque où on codait en C, voire avant sur des cartes perforées. La demande de programmeurs a continué à augmenter quand on est passé des cartes perforées au C, etc., etc. Donc, on va avoir le phénomène éternel qui est que des tâches difficiles et les gens tiraient leur fierté de pouvoir les faire sans commettre d'erreurs sont un peu en train de disparaître. On a un peu le même débat qui reviennent que quand on a inventé les langages haut niveau et des gens ont dit on n'arrivera jamais à faire un vrai produit avec un langage qui est passé, où il y a un garbage collector, etc. Bon, YouTube a été construit en Python, hein, ça marche. Au début, en tout cas. Donc, c'est très bien, Python. Je pense qu'il faut... Oui, c'est très bien, mais tu vois, on voit ces débats qui se déplacent de génération en génération. Moi, je suis un pythoniste en plus, hein, donc pas de problème. Donc ça, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Ce que tu es en train de dire là, c'est que améliorer la productivité et les capacités des développeurs fait que on va développer plus. Oui. On va plus de choses et il reste plein de choses à coder. Le monde entier, quand Marc Andreessen disait software is eating the world, mais on en est encore qu'aux amuse-bouches. Il y a encore plein de choses à coder dont on n'avait pas forcément le temps de le faire, et grâce à ces outils-là, on va pouvoir s'attaquer à plein de sujets et ça va pas faire baisser la demande de développeurs. Ouais, je pense que le point clé, ce qui a changé, c'est qu'on a décalé d'un cran l'interaction entre l'homme et la machine. Tu vois, ça va faire bientôt 20 ans que je manage des ingénieurs. Et donc, les ingénieurs informatiques mettent en place énormément d'outillages pour que les ordinateurs fassent des choses pour eux. Et puis, comme ils sont codeurs, ils peuvent coder leurs outils. Et donc, du coup, c'est une des zones où c'est le plus actif. Donc, du coup, ça, c'est mon background, en fait, qui me fait réfléchir sur comment l'homme s'augmente avec la machine, tu vois. Ouais. Et là, on voit que des non-codeurs peuvent prendre un des quelques SaaS pour créer une application et ils peuvent faire quelque chose qui marche. Et alors que jusque-là, ce que tu pouvais faire de mieux si tu voulais te faire un soft à toi, c'était une spreadsheet, probablement, si tu n'étais pas codeur. Ou un site web, un site HTML. Tu pouvais faire un site HTML, voilà. Ouais. Mais tu pouvais pas Wix, vraiment faire une appli interactive avec une base de données, etc. Ouais. etc. C'était compliqué. Ouais. Et en fait, c'est génial parce que l'histoire de l'informatique, c'est l'histoire de l'accessibilité. Bien sûr. Au début, tu avais 50 personnes qui avaient accès à l'ENIAC en tout et pour tout. Je sais même pas s'il y en avait 50, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu as plusieurs milliards d'humains qui ont un smartphone, un accès à Internet et qui pourraient se construire une app s'ils voulaient. Et qu'ils le font d'ailleurs. Hein. Et qu'ils le font, voilà. Ouais. Et donc, moi, ça peut paraître paradoxal, mais je pense vraiment que ça se passe. Tu as toujours des meilleurs résultats dans la durée si tu distribues le pouvoir, si tu laisses les gens qui sont plus près du terrain prendre toutes les décisions qui peuvent être prises à ce niveau-là, si tu donnes de l'autonomie et quelque part, si demain, quelqu'un qui fait un job chez Conto, par exemple, décide de faire une petite appli qui l'aide à être plus performant tout en continuant à remplir tous les critères, notamment conformité, etc. C'est pour ça qu'on met les outils à disposition dans des cadres où on a abordé tous les aspects légaux, évidemment. En fait, c'est génial. Ouais. Et en fait, si cet outil est bien, peut-être qu'un ingé va passer par là et faire « Ah ouais, mais en fait, ça, on pourrait le mettre dans le vrai système. Ouais. » Et du coup, ça accélère l'innovation. Mais c'est intéressant parce que tu dis, en fait, c'est les équipes marketing qui, des fois, avaient des sortes de goulot d'étranglement avec les équipes techniques parce qu'ils avaient besoin des équipes techniques pour faire certaines choses. Là, tout d'un coup, peuvent être beaucoup plus autonomes, ce qui, eux, leur permet de faire plus de trucs, et vous, ça vous évite aussi d'avoir à répondre à des demandes qui sont peut-être un petit peu pas core business pour vous, quoi, quelque part. Une des lois universelles de l'équipe informatique, c'est que tu as plus de demandes que de capacités. Ouais. Ça, je pense que ça ne changera jamais. Donc, à nouveau, je suis pas hyper inquiet. C'est-à-dire que plus on peut en faire, tu penses que plus il y aura de demandes. Oui, c'est infini. Tout le monde a des backlogs infinis. Et en gros, chaque entreprise, culturellement, place une limite de jusqu'à ce niveau-là, on note, et puis après, on arrête de noter. Tu vois. Et c'est intéressant dans notre conversation là, j'ai fait exprès d'utiliser le mot de codeur et pas de développeur. Et toi, inconsciemment, tu as répondu ingénieur. Ah oui, effectivement. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je me demande si effectivement c'est pas le travail de codeur. On dit il pisse du code, quoi. Donc c'était déjà très péjoratif, qui lui va disparaître. Mais le travail de l'ingénieur, voire du développeur, c'est pas seulement
pisser du code, quoi. C'est de réfléchir, de réfléchir à un système. C'est ce métier-là qui va être encore plus valorisé aujourd'hui. Ce métier-là, où toi, tu penses que non, l'intelligence artificielle va même être capable d'aller jusqu'à cette conception et cette réflexion du système, sur le système. Non, mais t'as raison, il y a des choses qui sont évidentes pour moi que j'aurais dû expliciter dans ma tête. Dans une équipe, on va dire classique, où tu as un product manager et des ingénieurs, grosso modo, j'attends du product manager qu'il explique le problème, les contraintes, quels sont les must-have, les choses indispensables pour ce qu'on veut construire, les préférences du client, qu'est-ce qui compte pour le client, qu'est-ce qui va le rendre heureux. Ouais. Ensuite, trouver la solution et la mettre en œuvre, c'est le travail des designers et des ingénieurs. Je crois pas que l'orga ou le product manager a écrit tout seul une spécification où le designer sort des pixels qui correspondent et où après les ingés codent juste. C'est soit le meilleur usage qu'on puisse faire des ingénieurs. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la recherche de la bonne solution, elle est vraiment à la conjonction de la compréhension de ce que veut le client, compréhension du problème qu'on résout, et de la compréhension de la technologie. Et à la fin, en fait, c'est les ingénieurs qui savent comment est fichu le système et quelles sont les capacités à le faire évoluer, ce qu'il peut faire, qui peut avoir des idées, parce qu'en fait, tous les jours, ils le maintiennent, ils corrigent des bugs quand il y en a, ils le font évoluer, et c'est très, très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas dans le système, dans le code, de comprendre ça. Tu vois, chez Conto, aujourd'hui, on a des centaines d'applications, de services, c'est pareil, tous interconnectés entre eux. On a une organisation qui permet à tous les gens de garder des bouts de carte en tête, donc chacun connaît son bout du territoire, et puis on a la carte globale pour être sûr qu'on a tout couvert et que c'est bien organisé. C'est l'ingénieur qui connaît son bout de terrain, qui a une idée de comment est-ce qu'il peut construire des buildings dans le terrain ou faire voler le terrain, tu vois. Mais je me projette encore un peu plus loin dans le futur. Tu dis connaître le besoin du client. Moi, demain, dans un futur, je ne sais pas à quel horizon est-ce qu'on est en train de parler, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être plus. Mon Conto, c'est même pas moi qui vais le gérer. Je vais avoir un agent avec qui je dialogue et qui va me donner des conseils sur la gestion de mon compte en disant tiens, ce fournisseur, t'es en retard, il faut que tu le payes, machin, et qui va me demander des validations, des trucs comme ça. Mais cet agent, c'est Conto, c'est ça qu'on est en train de builder. Hein. La deuxième partie, c'est ce que tu disais, qu'il y a de l'usage en interne, et ensuite la deuxième partie, c'est ça ce que vous êtes en train de builder. Ouais, on est beaucoup parti sur l'interne, mais sur la partie externe. Alors déjà, on a sorti la semaine dernière un serveur MCP qui permet déjà d'interagir. MCP, on explique, hein, c'est ce nouveau protocole qui est sorti il y a quelques mois. D'ailleurs, c'est Anthropic hein, qui a poussé énormément ce protocole-là, qui permet pas simplement de générer, mais de donner des ordres à vos agents pour qu'ils fassent des actions à votre place. Par exemple, poster une vidéo sur YouTube. Il va prendre mon fichier, il va aller se connecter à ma place sur mon compte YouTube et il va aller publier une vidéo pour moi, mais ça pourrait être sur mon compte Conto aussi la même chose. Ouais, exactement. C'est des briques technologiques qui permettent à une IA type ChatGPT, Anthropico d'interagir avec des services, des applications tierces, de manière standardisée. Ouais. Voilà. Donc réserver un voyage. Ça fait le petit connecteur. Et alors, dans notre monde qui est celui de la gestion financière, on va faire un petit peu attention avant de permettre à des IA de prendre des actions parce qu'on sait que les hallucinations, ça existe, etc. Donc, on garde très présent l'idée de sécuriser les utilisateurs. Maintenant, on sait que quelqu'un, quelque part, a dû bricoler un serveur MCP pour parler de Conto déjà, donc on préfère en faire un où on gère la sécurité et qui déjà peut donner des conseils. C'est-à-dire que la première démo qu'on a montrée en interne il y a 1 mois, c'est ce que tu dis, c'est quelqu'un pose une question et l'IA lui répond en regardant ce qu'il y a dans Conto sur les factures. Et donc, pardon, donc ça, c'est la direction générale. Et dès aujourd'hui, il y a beaucoup de choses beaucoup plus concrètes qui marchent très bien parce que tu peux penser aux IA comme un très bon junior très rapide qui peut faire ce que tu lui expliques tant que c'est pas trop compliqué. Et puis de temps en temps fait quelques erreurs. Mais globalement, c'est pas. Mais il a la connaissance du monde entier. Il a un niveau de connaissance superficielle du monde entier.
Il connaît pas très bien ton contexte parce qu'il a que ce que tu lui expliques, donc il va falloir lui expliquer tout. Et ensuite, il va réussir à faire des choses. Et il est corvéable à souhait et il coûte pas cher. Il coûte pas cher et il est jamais fatigué et il dort jamais. Et il dort jamais. Et donc, pour des tâches du style lire une facture et mettre les choses dans les bonnes cases et appliquer les règles de validation, Saint-Mercury le fait, hein. etc. Bah oui, quand on le fait aussi. Tu uploads ta facture PDF, il va lire complètement le fichier, va remplir toutes les cases. Et moi, je suis assez impressionné parce qu'il fait très peu d'erreurs. Ouais, bah ça, on le faisait déjà chez Conto depuis avant que je rejoigne la boîte, je pense, avec les technologies de machine learning, qui était la génération précédente. Oui, c'est l'intelligence artificielle. Qui était l'intelligence artificielle, tout à fait. Et aujourd'hui, on les fait avec les technos LLM, qui sont la génération après d'intelligence artificielle, et qui nous permettent quand même de faire beaucoup de choses. Tu vois, quelque chose dont je pense que profondément, c'est possible. Il y a quelques détails à gérer, mais c'est profondément possible. Beaucoup de boîtes ont écrit un petit papier d'une ou deux pages sur la politique de notes de frais. Ouais. Franchement, tu devrais pouvoir donner le papier à une AI, lui donner les reçus que tu as scannés. Tu as payé ta carte Conto, tu as scanné en direct, tu n'as plus les papiers et les classeurs parce que ça, c'est fini. Normalement, l'AI devrait pouvoir faire le reste du taf et tu as juste un petit peu à décider de l'interaction au moment où tu détectes quelque chose qui est KO. Bien sûr. Parce qu'en fait, peut-être que tu veux quand même un humain reprenne la main pour avoir la conversation plutôt que l'AI le déduise de la fiche de salaire sans explication. C'est un petit peu brutal, quoi. Et donc, c'est là qu'à nouveau, tu retrouves cette interaction entre l'humain et la machine qui est vraiment le nerf de la bataille de l'AI. Comment est-ce qu'on pense cette interaction? Moi, j'adorerais, parce que je passe finalement beaucoup de temps à faire ça, que mon compte bancaire online soit connecté à mon email, à mon compte Gmail, parce que finalement, les factures, je les reçois sur Gmail et je dois aller les remettre ensuite en justificatif sur mon compte professionnel, alors que finalement, tu parlais de MCP, ça pourrait se connecter ensemble et aller faire ce boulot-là et aller récupérer dans mes emails ce qu'ils pensent être la facture pour ce débit-là, par exemple. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. On a déjà un premier niveau de solution chez Conto actuellement, qui existe depuis longtemps, qui est tu forward la facture, tu forward le mail. Un compte mail particulier. Ouais, à ton adresse de réception. Ouais. Et puis après, avec Gmail, tu peux juste mettre une règle. Tous les mails qui sont là, tu forward. Et donc, du coup, après, l'IA prend la main et rentre ça dans l'outil de facturation, reconnecte à la transaction bancaire, etc. Donc ça marche déjà très bien. Si tu veux aller le cran d'après, on est en train de bosser sur de la récupération automatique de factures par AI. Donc l'AI se connecte à ton compte Amazon Business, ce que tu veux, et va aller... Stripe. Stripe, etc. Il va récupérer toutes les factures et pareil, venir les ranger proprement dans le système. Qui fait quand même gagner beaucoup de temps. Simplement, on explore sur comment rendre la technologie fiable, puisque à nouveau, comme tu essayé, parfois ChatGPT invente un peu des trucs. Et dans ce monde de gestion financière, on veut rester extrêmement vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas de surprise. Franchement, le dernier truc que tu veux, c'est une surprise. Est-ce que, quelque part, vous détruisez pas de l'emploi et je trouve ça très bien, parce que je considère que c'est un peu des bullshit jobs, ces histoires, mais il y a dans les entreprises, on avait des assistants administratifs, un peu des contrôleurs de gestion, des postes comme ça dans des PME qui faisaient ce taf-là de réconciliation des datas, qui passaient leur temps à faire des factures, récupérer des factures, les mettre dans le système, contrôler, etc. Ces postes, c'est fini, quoi. Si on va au bout de votre vision, ces gens-là, ils feront autre chose, quoi. Il faudra faire autre chose. C'est probable, mais c'est pas certain. Pourquoi? Parce que je vois que il y avait déjà beaucoup du travail qui était comprendre ce qui se passait. Après, la saisie était peut-être inefficace, l'outillage était peut-être inefficace, mais je crois qu'il y a encore un petit peu de chemin avant que l'AI ait la compréhension de comme j'ai discuté ça autour d'un café avec le fournisseur l'autre jour, c'est pour ça qu'il m'a réglé 50% de la facture déjà et le reste je l'aurais, tu vois. Donc il y a enfin l'aspect humain, c'est-à-dire l'imprévisible. Toute cette gestion financière, finalement, c'est le reflet d'activités humaines qui sont éminemment humaines et donc chaotiques et qui se passent pas toujours comme prévu. Et donc toute la partie régulière, on peut l'automatiser. Et tu vois, je veux pas non plus parler à la place de gens qui font des métiers que j'ai pas fait. Je suis assez prudent là-dessus.
je voudrais pas dire des choses du genre ce travail n'est pas très intéressant parce que comme je le fais pas, je sais pas. C'est pas à moi de le dire. Donc, non, mais il y avait une partie de leur travail qui était peut-être pas la partie purement saisie mécanique. Je prends des papiers dans cette bannette et voilà. Pour chaque papier, je le saisis dans le système. Ou je le scanne, des factures papier. C'est dingue. Il y a encore des boîtes qui reçoivent des fax, hein, Aymeric. Hein. C'est vrai. C'est dingue. Ça fait peur. Je me demande si j'ai pas remonté une ligne de fax à un moment donné dans ma vie parce qu'il fallait recevoir un truc par fax. Ça a pu m'arriver. Ouais. Donc là, ces boulots-là, il faut comprendre que c'est important de les supprimer parce qu'ils sont pas très valorisants. Et tu as raison, dans ces boulots-là, ils vont pouvoir se concentrer sur d'autres choses qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée et qui sur la relation avec le fournisseur, sur peut-être aussi une meilleure compréhension du business et plus de stratégie et moins de saisie, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on génère un peu d'inquiétude quand on en parle comme ça. Après, je crois pas que ça change aussi vite que ce qu'on dit. Tu vois, on n'a pas les chiffres du chômage qui ont explosé depuis 2 ans, alors que les gars, il y a depuis 2 ans. Moi, c'est la loi d'Amara, ça. On a tendance à surestimer l'impact des technologies sur le court terme et à sous-estimer leur impact sur le long terme. Je suis d'accord, c'est la limite de mon argument. Ouais. Tu vois, à l'inverse, je vois des équipes, par exemple, qui lisaient des statuts d'entreprise pour comprendre ce que fait l'entreprise et pour essayer de dire si ça rentre, dans quel cas ça rentre et qu'on connaisse nos clients. Bon. Si demain, il y a une AI qui fait cette première partie de « Ok, ça tombe dans la case, la codification, c'est ça », et que la personne qui fait ça, à la place, prend le téléphone et commence à parler de son business avec le client et prend quelques notes humaines sur que veut faire cette entreprise, comment est-ce que Conto pourrait lui rendre service, de quoi elle va avoir besoin. Tu vois, peut-être qu'il faudrait paramétrer des choses pour que Conto soit optimisé pour elle, j'en sais rien moi. En fait, on a avancé. Ouais. Et donc j'essaie vraiment de le voir comme ça. Je veux pas non plus être complètement à nier que certaines tâches vont disparaître, mais je vois déjà des évolutions, des tâches apparaissent en fait. Dans la partie financière, je me pose la question s'il n'y a pas aussi une sorte de barrière complètement légale, un petit peu comme pour les avions. Ça fait longtemps que les pilotes pilotent plus les avions et que c'est des systèmes d'autopilote, y compris pour le décollage, l'atterrissage, enfin bref. Mais est-ce qu'on monterait dans un avion s'il n'y avait pas de pilote ? En fait, l'utilité du pilote, c'est que l'autopilote n'aurait jamais posé un avion dans l'Hudson. Ouais, c'est sans clair. Casse. Voilà. C'est évidemment assez exceptionnel, mais ça montre que ça vaut la peine d'avoir des humains. Et je te disais tout à l'heure, je te parlais de systèmes multicouches. En réalité, partout, il y a une dernière couche et partout, elle est humaine. Toujours. Que ce soit à la fin ou au début, en fait. Ouais. Et dans le secteur financier, en fait, il n'y a pas de réglementation technologique. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon résultat. C'est connaître tes clients. C'est assurer que les transactions... répondre aux devoirs de vigilance sur les transactions, tu vois. C'est effectuer les bons contrôles à l'entrée en relation. Et ensuite, tu peux le faire comme tu veux, du moment que ça répond aux résultats attendus dans la loi, quoi. Je sais pas si tu as vu cette lettre qu'a envoyé le CEO de Fiverr, qui est cette plateforme de freelancing, à ses salariés, en leur disant si vous pensez que l'intelligence artificielle ne va pas vous impacter, je vous invite à revoir votre position très très rapidement. Tout le monde dans cette entreprise va être impacté, y compris moi, CEO de la boîte. Il n'est pas certain que je ne sois pas remplacé un jour par une intelligence artificielle. Et il dit quelque chose d'assez intéressant. Il propose une sorte de framework où il dit, en fait, si ce que vous faites au quotidien est facile, vous êtes mort. Tout ce qui est facile, on en a parlé on a parlé des tâches automatisées, des trucs comme ça, de la saisie, tout ça, ça va être automatisé, ça va être pris en compte par l'intelligence artificielle. Le difficile va devenir le nouveau normal, et ce qui était impossible va devenir le difficile d'aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. Je pense que c'est très important que les leaders portent ces messages, parce que beaucoup de gens sont dans leur quotidien. Moi, je voyais encore il y a quelques mois des ingénieurs qui n'avaient même pas installé un copilote AI. Et je viens de dire, mais enlève le rocher et sors, quoi. Il y en a qui résistent, hein. Ouais, il y en a même qui résistent. Je crois que
le record, c'est un verbatim dans le monde de l'AI va prendre mon job un jour de toute façon, donc je ne veux pas y toucher. Tu vois, tu fais attends, respire, ça va aller. L'AI va pas prendre ton job. Par contre, touche-y pour qu'elle prenne pas ton job, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est ça le CEO de Fiverr. Et je pense que profondément, il a envie que sa communauté de freelance s'adapte dans ce monde. Et on l'a vu aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a 25 ans, t'avais pas besoin de savoir utiliser Internet et un email. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de jobs que tu peux faire sans savoir utiliser Internet et un email. Bah ouais. La preuve, tu as commencé à faire des formations à l'email en 95. Pour envoyer les emails. Donc, il y a besoin. Quelque chose auquel j'ai réfléchi et j'ai pas de réponse complète, tu vois, c'est que je vois que au niveau, avec l'avance du progrès technologique, le niveau de compétences et de formation, surtout nécessaire pour opérer dans le monde, augmente. Ouais. Beaucoup de jobs vont essayer de savoir interagir avec une IA conversationnelle juste pour pouvoir faire le job au même niveau que tous les autres gens qui font le job dans le monde dans quelques mois. Dans certains jobs, c'est déjà le cas. La question à 1000 balles, c'est est-ce que certaines choses qu'on devait apprendre avant, on n'a plus besoin de les apprendre parce que la technologie est à notre place? Tu vois, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tourner une manivelle de voiture pour démarrer le moteur. Tu appuies sur un bouton, ça démarre. Ouais. Mais par contre, tu as peut-être besoin de comprendre comment marche ton régulateur de vitesse parce que tout le monde conduit au régulateur. Tu vois. Donc, il y a ce décalage qui se fait, qu'il faut accompagner en formation. C'est vachement intéressant ton analogie là. Parce qu'en fait, ça veut dire que le régulateur de vitesse, au début de la création de l'automobile, il n'existait pas. Donc en fait, on a rajouté de la complexité, on a rendu des choses qui étaient complexes avant, sont devenues simples. Ouais. Mais il y a des nouvelles choses complexes qui sont apparues en même temps. Du coup, la machine te règle la vitesse toute seule sur autoroute, donc tu n'as plus besoin de gérer la pédale, mais il faut savoir comment marche le régulateur. Ouais. C'est bon, tu vois, mais de même, il n'y a pas de boîte de vitesse sur une voiture électrique. Hein. Donc les boîtes de vitesse, on va bientôt plus savoir s'en servir, et c'est peut-être pas très grave. Ouais. Donc dans le monde du travail, je pense qu'on doit accompagner ça. Moi, j'ai une petite angoisse dans un coin. Comme quoi le niveau de compétence nécessaire pour opérer dans le monde pourrait augmenter, donc c'est nécessiter des niveaux d'éducation élevés, et donc ça commence à poser des problèmes sociaux. Ouais. Ça, je suis un petit peu occupé en tant que CTO de Conto, j'ai pas eu le temps de regarder toute la sociologie derrière ça, mais c'est une question, tu vois, à laquelle personnellement j'aimerais bien trouver la réponse un jour. Et parce que tu as 3 enfants. Hein. Et oui, j'ai 3 enfants par ailleurs. Et tu vois, ça pourrait être une autre mission qui aurait du sens de trouver comment simplifier l'accès au monde du travail si on s'aperçoit que c'est de plus en plus dur. Après, Musk, il a une solution pour ça. Il a d'ailleurs fait un update il n'y a pas trop longtemps sur Neuralink. Il va nous équiper d'une puce et ce problématique d'éducation sera réglé avec une puce. Hein. Ouais, je crois que je suis trop vieux pour ça, mais peut-être que mes enfants trouveront ça normal. Ouais, je pense pas que nous on le vivra effectivement. Ça, mais c'est clairement envisageable. Je pense que à terme, le jour où quelqu'un le fera, tout le monde le voudra. Bah oui, parce que tout d'un coup, je pense que c'est un peu la même chose quand le mec qui marchait sur des sentiers au Moyen-Âge, au moment de l'Antiquité à la préhistoire, a vu un mec le dépasser en cheval. Hein. Ce jour-là, il a dû se dire il va falloir que je trouve un cheval, que je le dompte et que moi aussi je monte sur un cheval parce que sinon je suis mort. En fait, quoi. Ouais, et tu vois, on a un peu de résistance à l'idée. On se dit est-ce que j'irais me faire greffer une puce? Mais je pense que quelqu'un qui aurait 40 ans de plus que nous aurait la résistance à l'idée d'être greffé au smartphone quand on est greffé notre smartphone dans la main. Donc peut-être que ça se normalisera. Ce qui me donne espoir dans tout ça, c'est que la capacité d'adaptation de l'humanité est essentiellement infinie. Quelque part, on est une espèce qui, de manière assez rapide, s'adapte à des changements énormes de son environnement, de ses activités, etc. Et notre cerveau se câble continuellement en fonction des tâches auxquelles il est exposé. Tu vois. Donc je me dis qu'on va y arriver d'une manière ou d'une autre. C'est juste très très dur de prévoir comment. Vous en parlez là chez Conto de ça, de façon pas simplement pratique, opérationnelle, mais un peu ces conversations là qu'on a presque métaphysiques. C'est un sujet. C'est vécu comment beaucoup d'excitation, cette intelligence artificielle au quotidien chez Conto, de la crainte, Alors, on est beaucoup dans le concret, beaucoup plus dans le concret que la philosophie, clairement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup d'enthousiasme. Tu vois, il y a 2 semaines, j'ai eu un problème pour la première fois de ma vie.
Il y a des développeurs qui sont venus me dire chef, on a 40 jours d'avance sur le projet, on fait quoi? Ça n'arrive jamais. Voilà. Alors celle-là, j'étais pas prêt là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient expliqué à Claude Code comment faire quelque chose qui devait faire 10 fois, quoi. Et du coup, ils ont réussi à le faire à peu près 2 fois plus vite que prévu. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu leur as dit? Alors du coup, ma première réponse, c'était... On va reprendre le backlog. Non, je leur ai dit, profitez-en, c'est Kaizen time. Alors Kaizen, ça vient, c'est le mot du lean manufacturing, hein, pour dire amélioration continue. Ça désigne essentiellement, dans le contexte où je l'emploie, trouve un truc qui te gratouille et prends du temps pour le débugger. Parce qu'en fait, dans cette première vague, tu vois, de gens qui adoptent, qui commencent à avoir des gros impacts, je veux pas que ça parte immédiatement en, ok, super, du coup prends la suivante et on améliore la productivité. Je pense que c'est vraiment qu'il y a un incentive, une récompense, et quelque part la récompense pour un ingénieur, c'est le droit d'aller faire le truc qu'il a envie de faire pendant quelques jours et qu'il plutôt avait pas que le truc qu'il doit faire. Et améliorer la qualité du coup. Oui, c'est que des choses utiles, c'est des choses qui sont importantes, non urgentes. C'est l'entretien de la qualité du code, c'est refaire un bout dont on sait qu'il est mal fait. Et quelque part, c'est pas très grave qu'il soit mal fait tant qu'on n'a pas besoin d'y retoucher. Mais si on peut le refaire bien avant d'avoir besoin d'y retoucher, c'est mieux. Enfin, c'est ce genre de choses. Ton équipe, ils sont combien? Ils ressemblent à quoi? C'est quoi le profil des mecs ou des femmes qui travaillent chez Conto? Donc c'est 550 personnes aujourd'hui. C'est 18% de femmes, c'était 12% quand j'ai rejoint, donc on s'améliore même si il reste du chemin à faire. Le gros des troupes, c'est des développeurs, ingénieurs, programmeurs, tu les appelles comme tu veux, donc tu dis pas codeur. Ouais, c'est ça. Et spécialisés soit en back-end, en web, en mobile. Ils ont quel profil? Ils sortent de quelles écoles généralement? Alors c'est très marrant, c'est tellement français de demander de quelle école ils sortent. Alors, moi je suis pas français, mais justement je pose cette question parce que justement la réponse, ça me paraît con comme réponse, mais justement je voulais savoir si c'était... Franchement, j'en sais rien. Tu en sais rien? J'en sais rien. C'est pas un critère? Non. Je crois que... C'est quoi le test alors? Comment tu sais s'ils savent développer? Alors déjà, donc l'école n'est pas un prédicteur de ce truc-là. On a un process de recrutement de scale-up, donc extrêmement bien organisé, où on va vérifier un ensemble de compétences et de valeurs dans la séquence la plus efficace possible. Et en très bref, on vérifie tu as les drivers de motivation, les valeurs, les fondamentaux en interview RH en premier round. Parce que déjà, on sent la compatibilité, tu vois, on sent si la personne va coller avec notre manière de bosser ou pas, et ça, c'est fondamental. Le savoir-être. Et puis ensuite, le manager et des collègues expérimentés vont tester la capacité à bosser dans des projets et avoir les compétences vraiment techniques pures et dures. Et selon les profils, les besoins, etc., on peut avoir des interviews qui sont plus, on va dire, sociales, pour voir s'il y a un fit avec les personnes à qui elles bosseraient directement. Et il y a des étapes finales avec une étape finale avec quelqu'un d'un peu plus gradé dans l'organisation pour pouvoir donner plus de la vision sur le business, sur l'ambition, et puis reboucler la boucle en quelque sorte sur est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment tirer l'équipe vers le haut, avoir l'ambition, etc. etc. C'est combien d'entretiens tout ça? Au début, mais c'est revérifié à la fin. Ça fait entre 5 et 7 entretiens, tout ça selon la séquence, ouais. Mais tu vois, on sait le faire assez vite. On sait faire, on a déjà réussi à commencer lundi et avoir l'offre acceptée le vendredi. Waouh. De manière typique, faut quand même vraiment être au taquet pour y arriver. De manière typique, ça prendra plutôt 2 semaines, bout en bout. Mais c'est très important de garder l'élan de la conversation parce que soit on a envie de le faire ensemble et ça, il y a de l'élan, soit c'est mou et du coup, c'est que c'est pas en train de marcher. L'intelligence artificielle pourrait venir automatiser certains de ces trucs ou pas du tout? Il y a un cas d'usage qui est très évident, c'est au lieu de prendre tes notes et donc tu es à moitié en train d'écouter la personne, à moitié en train de formuler ce que tu veux écrire, tu as l'AI qui écoute et qui retranscrit. Alors il y a un effet très pervers de ce truc-là que j'ai découvert, c'est que du coup moi j'arrivais plus à suivre où j'en étais dans la conversation. Que j'essaie quand même dans des conversations structurées et au fur et à mesure que la candidate ou le candidat dit des choses, je note là où je veux aller gratter parce que c'est intéressant, parce que je vais apprendre des choses, je vais voir la profondeur, tu vois. Et quand j'avais des hacks enregistrés, j'y arrivais plus et donc du coup en fait j'ai recommencé à prendre des notes à la main, tu vois. Et puis comme d'interviews, j'en ai fait des centaines. À une époque, j'en faisais une par jour, tous les jours, et puis on embauchait vraiment une personne par jour, tu vois. Donc ouais, mais ce que tu disais, je le fais. Quand t'es arrivé, ils étaient 60, c'est ça?
Ouais, on était 60 à l'époque. Et aujourd'hui, tu dis 500 550. Donc, tu as recruté 500 personnes pratiquement? Ouais, un peu plus parce que y a aussi un petit peu de remplacement. Ouais. Mais on a eu une très grosse phase de scale où on a fait 100 à 200, puis 200 à 400 2 années de suite. Et, pourquoi vous avez besoin de autant de personnes? Bah, est-ce que quand tu découpes en plein de morceaux, en fait, à la fin, il en reste pas beaucoup. Hein. Parce que déjà, il te faut des gens pour faire l'inscription. C'est par projet, quoi, c'est ça? L'inscription, les contrôles de conformité, toute la partie sécurité, cycle de vie du client, authentification forte, etc. Les transferts nationaux, internationaux, les transferts locaux, les méthodes de paiement de taxes locales qui sont des protocoles spécifiques, les cartes, le crédit, tout ce qui est placement. Donc ça, on est que sur le bancaire. Après, je passe sur donc facturation entrante, facturation sortante, facturation électronique dans tous les ça, pays. chacun de ces trucs-là, c'est une équipe? Bah ouais, à un moment donné, chacune de ces choses-là sont des produits sur lesquels, sur le marché, tu as des pure players qui font que ça. D'accord. Gestion de trésorerie, pardon, j'ai oublié de te le dire. Ouais. Tu vois, tu veux créer un produit de gestion de trésorerie, bah, tu as quand même besoin de mettre quelques personnes dessus pour le construire. Et puis tu le construis directement international, etc. Donc, tes modèles en termes d'organisation, quand tu regardes d'autres startups sur un plan managérial d'organisation, par exemple ce que tu décris là, avec des équipes produits sur des équipes qui sont dédiées à certains produits, c'est pas du tout le modèle de Tesla. Tesla, qui pourtant fabrique une bagnole, hein, quand même, hein, c'est pas non plus, c'est pas simple à faire une bagnole. Mais eux, Tesla, sont organisés par projet, c'est-à-dire qu'il va dire, bah voilà, là on a cette problématique-là, on en fait un projet, on met les meilleurs qu'on a sur ce projet-là, et puis il n'y a plus d'équipe ensuite produit. D'ailleurs, ils n'ont pas de product manager chez Tesla. Comment ça serait pas possible, ça, par exemple, chez Conto? Je suis pas familier avec l'organisation de Tesla, je t'avoue. Toi, c'est quelle organisation qui t'inspire? Tu t'es inspiré de quelle organisation? Ou est-ce que l'organisation était déjà en place et tu n'as fait que la scaler, ou t'es venu avec un autre modèle? Je suis parti de l'orga en place, qui est une orga pas complètement orthodoxe. Je l'ai fait vivre et évoluer graduellement. Je pense que les réorgs, ça déstabilise beaucoup les équipes. Tu donnes un grand coup de barre, tu fais un virement de bord avec le bateau repart à vitesse zéro, il faut l'accélérer, mais comme c'est un paquebot, ça accélère pas très vite. Au début, on avait l'orga classique de la startup, avec l'équipe mobile, l'équipe web, l'équipe back-end, et puis on commence à un peu de spécialisation entre ceux qui font les cartes, ceux qui font les transferts, ceux qui font ce qu'on appelle le ledger, là, qui est le cœur du réacteur, hein, c'est là qu'on stocke les comptes. Oui, c'est le livre de compte. Et tu fais ça au début parce qu'en fait, tu commences avec un dev mobile, et puis un jour, t'as d'autres qui bossent avec lui, et puis ça fait une équipe mobile, tu vois, ça commence comme ça. Et puis à un moment donné, t'es obligé de tourner ça parce que le driver dominant de collaboration n'est plus quelle est la base de code que tu construis, quelle est la stack sur laquelle tu travailles, est-ce que tu fais du back ou du front, mais devient quel est le produit que tu construis pour le client. Et beaucoup de boîtes terminent dans le modèle où tu as un engineering manager qui collabore avec un product manager et qui manage des développeurs de toutes les expertises, et parfois un designer et parfois un data analyst. Ouais. Et moi, je pense que la performance de Conto est le résultat de la compétence de chacun dans son job. On fait un très bon compte professionnel que 600 000 clients utilisent au quotidien sans bug, c'est hyper rapide, c'est fluide. Si chacun est le meilleur dev web pour faire la meilleure UI avec les meilleurs technos, le meilleur dev backend pour faire la meilleure API, etc. Et donc du coup, je trouve que c'est bien d'avoir les devs Android, disons, qui reportent à un manager Android qui va leur apprendre à faire une belle appli Android. Et on a notre premier niveau qui est structuré comme ça. Après, quand tu montes au-dessus, le manager, il a envie d'être managé par un manager qui va lui apprendre à être un bon manager. Donc la dynamique change. Mais c'est pas très orthodoxe. Évidemment, le trade-off, c'est qu'on doit assembler nos équipes cross-fonctionnelles, en gros, en ramenant tous les morceaux nécessaires, et puis on doit un peu l'équilibrer, quoi. Mais les équipes sont... Enfin, c'est quoi le lifetime d'un développeur chez Conto? Parce que tu peux bouger d'une équipe à une autre, parce que tu peux t'emmerder aussi au bout d'un moment. Tiens, j'ai fait de la trésor depuis 5 ans, j'en ai marre, quoi, en fait, j'ai envie de faire autre chose.
Alors, on a 8 ans, donc du coup, des gens qui ont fait 5 ans chez nous, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça au début. Mais oui, on encourage la mobilité interne. Je pense qu'au bout de 2-3 ans dans une équipe en tant que développeur, tu as fait au moins une dizaine de projets, tu commences à bien connaître l'espace. Et ce qui est très intéressant, c'est de te déplacer dans une équipe ailleurs. Et du coup, tu pars avec ta connaissance. Et on a de plus en plus de gens qui ont de plus en plus de parties du territoire, tu vois, de la carte dans leur tête. On a aussi des développeurs qui changent de spécialité. C'est assez rare parce que du coup, tu reprends un coup d'apprentissage très important, mais qui sont mobiles, qui veulent faire du back-end. Ça peut arriver. Le mix, le mélange, en fait, il y a quelque chose qui le force. C'est que la croissance du business, les besoins du marché, les orientations de la stratégie nous font créer des nouvelles équipes. Donc du coup, en général, tu prends une équipe, tu la découpes en deux et puis tu remplis des deux côtés parce que c'est plus rapide que d'amener que des nouveaux et de partir de zéro. Parfois, on dit, ça, on a fini de construire notre système de processing de cartes. Maintenant, on le passe en maintenance. Donc, on n'a plus besoin que de 4 personnes au lieu de 8. Donc, il faut rebouler. Tu vois, ces rééquilibrages génèrent beaucoup de brassage, en fait. Et donc, c'est ça ton boulot au quotidien? On n'a pas tellement besoin de faire plus vite. Aujourd'hui, ça a été mon boulot au début, à partir du moment où Louise nous a rejoint comme VP Engineering dans la foulée de l'acquisition de Penta. Elle était CTO de Penta. Elle a commencé à beaucoup prendre ça en charge. Ouais. Et on approche du stade où ça va même être géré à un niveau plus bas dans l'orga, parce que quelque part, avoir la connaissance personnelle des gens, ça aide beaucoup. Ouais. Et donc, c'est bien fait à l'échelle des managers qui gèrent quelques dizaines ou une centaine de personnes. Ça commence à être assez mal fait plus haut, parce qu'en fait, tu finis par le faire malheureusement avec des noms de gens à qui tu as parlé 2 fois. Et tu peux pas le faire bien, quoi. Donc, du coup, c'est quoi ton boulot à toi, en fait? Alors, mon boulot, en quelques mots, c'est essentiellement de donner la direction et le niveau d'ambition aux équipes, et dans pas mal de cas de leur donner la permission de faire des choses qu'ils ont envie de faire, mais ils vont plus les faire si le patron si c'est toi qui le dis. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça peut être toxique, parce que tu peux vite arriver dans un monde où les gens attendent que le patron dise, et très souvent quand les gens disent ouais, Aymeric, ce truc ça fait 3 mois qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, est-ce que tu pourrais pas juste dire X? Le problème, c'est que si je dis X, les gens qui sont pas d'accord vont pas comprendre pourquoi on le fait. Et donc, je peux pas me permettre de juste, descendre une décision comme ça. Non, dans la plupart des cas... Tu n'es pas Elon Musk. Mon travail, j'ai des modèles de management un peu différents. Ouais. Je pense que... Parce que mon enjeu, c'est construire une boîte résiliente. Franchement, quand donc je t'ai dit on va devenir une banque, j'ai pas le droit de dire banque pour l'instant parce que le régulateur est pas d'accord. On est établissement de paiement. Vous n'êtes pas une banque? Ouais, parce qu'il y a vous êtes quoi alors? On est établissement de paiement et pas établissement de crédit. Okay. Donc c'est des nuances juridiques subtiles, mais les acteurs traditionnels se sont arrangés pour que le régulateur nous intéresse de dire qu'on est une banque. Donc, bref, mais on va y arriver. Il suffit d'avoir la licence d'après. En tout cas, c'est très important d'avoir de la résilience, de la robustesse. Et à chaque fois que des choses dépendent d'une personne qui prend une décision, en fait, tu perds en résilience. Si cette personne n'est pas là, il se passe rien. Etc. Donc, tu gagnes en clarté, mais tu perds en résilience. Et donc, moi, j'essaie vraiment de développer la capacité des personnes à regarder le monde autour d'elles, à proposer des choses. Ah ouais, mais j'ai parlé avec tel client et en fait, j'ai vu, regarde là, ce bout du produit, en fait, c'est pas logique pour ce qu'il fait. On devrait le changer. Je sais pas, vas-y, parle au product manager, prends 2 jours, change-le, quoi. Tu vois, j'essaie vraiment de développer ça parce que je pense que c'est comme ça qu'on crée une boîte où les gens grandissent et une boîte où on peut avancer tous ensemble, quoi. Tu reportes directement à Steve. Oui. Tu disais. Les cofondateurs, ils sont toujours présents sur ces questions-là, techno, produits, ou non, tu es assez autonome dans les choix que tu fais? Sur les choix de techno et sur comment on construit, franchement, c'est mon travail, ils me laissent le faire. Par contre, sur comment marche le business, ils sont très présents. Tu vois, si on a un projet introduire des nouveaux produits et d'essayer de leur tarification, clairement, on va se parler du détail de c'est quoi les nouveaux produits, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi le plan pour les construire, c'est quoi l'heure pour les clients, quand on tarife. Enfin, tu vois, ça va aller vraiment profond dans les détails. Et je pense que c'est hyper important parce que si tu te mets à manager avec des chiffres dans des spreadsheets et des slides, tu as une distorsion vis-à-vis de la réalité qui est monstrueuse. Tu me demandais quel est mon taf. Cet après-midi, je vais passer 2 fois 2 heures avec un manager qui me reporte directement et
un développeur individuel pour lui demander ce qu'il ou elle est en train de faire. Ça, tu vois, genre s'asseoir à côté et regarder au moment où elle écrit son design document, son document pour expliquer comment est-ce qu'elle va construire la prochaine fonctionnalité, ou elle est en train d'écrire le code. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rend sa vie facile? Qu'est-ce qui rend sa vie plus compliquée? Quelles sont les questions qu'elle se pose? On va lui demander pourquoi elle fait ça. Peut-être que on va s'apercevoir que ça n'a pas été bien expliqué. Et tu vois, on va essayer de comprendre si notre usine logicielle, avec des gros guillemets, les développeurs n'aiment pas le mot usine, mais en produit de logiciel, fonctionne d'une manière où tout le monde peut bien faire son travail. Tu vois, et ça, c'est vraiment le rôle du manager. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui en tant que CTO chez Conto? Moi, c'est vraiment de voir des gens qui progressent. Tu vois, à travers ces sessions, je parle avec beaucoup de monde. Il y en a où ça accroche un petit peu, alors je reviens. Et puis parfois, pendant 6 mois, je les croise pas. Et puis après, je vais les revoir, j'ai l'impression que c'est plus la même personne. Tu vois. Et là, je me dis, OK, on a construit une boîte. Ils sont jeunes dans laquelle les gens grandissent. On a un petit biais, comme toute scale-up, vers des gens un peu plus jeunes, mais c'est pas non plus 25 ans. On a beaucoup de gens à 30, 35, 40. Non, parce que ministre Clara Chapaz a fait une grande déclaration en invitant et bientôt en vous obligeant à recruter plus de seniors dans les startups de la French Tech. Ouais, bah écoute, Clara, si tu nous écoutes, je t'ai entendu, mais je t'ai pas attendu parce que j'ai déjà recruté des seniors sur des jobs de développeurs, même sur Autolib. J'ai recruté quelqu'un qui avait 55 ans. Putain, j'ai 52 ans. Ça me fait mal quand tu dis ça parce que je me dis, je suis senior dans 3 ans. Ouais, mais bon, la moyenne d'âge de l'équipe était, j'en avais 25 et on avait tous entre 20 et 30, quoi. C'est quoi la moyenne d'âge chez Conto? J'ai pas de chiffre en tête. Je pense que c'est quelque part 30 ans. Dans la trentaine. Ouais, mais pas. Mais ton regard là-dessus, c'est qu'est-ce que les seniors peuvent apporter? Parce qu'il y a eu ils veulent absolument qu'il y ait plus de seniors dans la tech. Bon, après, maintenant, les politiques, ils sont gentils, quoi. Ils font aussi de la politique. Mais toi, tu penses que non, effectivement, les seniors peuvent apporter quelque chose à une équipe ou c'est compliqué? C'est parfaitement possible. Je l'ai beaucoup vu chez Canal parce qu'il y avait des gens qui avaient commencé programmeur en COBOL sur le mainframe et qui avaient fait 5 jobs différents et qui étaient product owner sur la boutique en ligne. Enfin, donc ces carrières sont possibles. Sur la partie pure et dure de dev, en fait, on n'a pas beaucoup de gens qui aujourd'hui ont la cinquantaine et qui cherchent ce type d'emploi, quand même. T'as pas beaucoup de demandes. Il n'y a juste pas de candidats, parce que beaucoup ont gravité vers d'autres métiers. Donc j'ai l'impression que ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ceux qui aiment ça, franchement, il y a des gens qui adorent ça. Ils arrivent le matin, ils écrivent du bon code, c'est leur art, quoi, tu vois. Enfin, moi, personnellement, ça me fait ça un petit peu quand j'écris du beau code. Tu vois, si je prends un ébéniste, il a fait un beau meuble, il est content. Moi, j'ai fait un beau code, je suis content. Et donc, donc, ce que je pense, c'est qu'il faut permettre à ces gens de rester dans ces jobs qui leur plaisent. Mais pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est OK, l'IA arrive. Donc, du coup, on sait que tu as des habitudes un peu plus ancrées parce que ça fait 20 ans que tu bosses, mais du coup, il va falloir t'y mettre. Parce que les petits jeunes, là, eux, ils y sont déjà. On va t'accompagner, te donner les outils, etc., te donner du temps pour le faire. Et je pense qu'à la fin, c'est purement une question de, dans ce monde où la techno évolue rapidement, les personnes qui sont partants pour se réinventer tous les 5, 7, 10, 15 ans vont rester. Oui, parce qu'on leur demande de travailler plus longtemps aussi, hein. Donc, je pense que c'est le discours du politique, il est là aussi. C'est que, bon, on vient de demander aux Français de travailler un peu plus longtemps, donc il faut qu'ils trouvent des places un petit peu partout, parce que tu disais senior à 55 ans, mais ta vie professionnelle, il en reste encore 10 ans, quoi, pratiquement. C'est clair. Toi, tu le vois comment, le futur de Conto? Tu disais, on n'est pas une banque, on n'a pas le droit de dire qu'on est une banque, en tout cas le régulateur, on est une banque, vous êtes une banque, mais le régulateur ne nous permet pas de dire qu'on est une banque. C'est quoi le futur de Conto? C'est justement de devenir une banque et de concurrencer les acteurs traditionnels, ou c'est non, il y a un acteur traditionnel, c'est de rejoindre un acteur traditionnel à terme, ou on trace notre route. On a annoncé ce matin qu'on se lance à devenir une vraie banque. Donc il y a toute une discussion à avoir avec l'ACPR, le régulateur, pour s'assurer
que tout est bien cadré, qu'on peut le faire de manière responsable et honorer les responsables. Tu vois, parce que actuellement, en tant qu'établissement de paiement, on sécurise tous les dépôts de nos clients à 1 euro pour 1 euro. On ne peut pas perdre l'argent de nos clients. Ouais. En tant que banque, cette contrainte disparaît. Ouais. Et donc on peut commencer à prêter de l'argent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui change la vie pour les clients. De pouvoir non seulement avoir les cartes, les transferts, tu vois, la banque du quotidien fluide, mais de pouvoir en plus avoir l'accès à des financements significatifs. On fait un peu de financement, on fait tu vois, du paiement fractionné. Tu payes une facture aujourd'hui et puis tu la rembourses en 3, 6, 9 mois. Du paiement différé, mais on pourra le faire, on pourra faire davantage de produits sur des montants plus importants avec cette nouvelle licence. Enfin, tu vois, c'est très très grand la banque. Hein. C'est un énorme secteur, il reste plein de choses à construire. Et donc, nous, on va au bout de l'aventure. Donc, vous êtes parti pour l'entrée en bourse, quoi, en fait. C'est la voie royale. Conto, ça va pas être racheté par une Société Générale, un BNP Paribas, des trucs comme ça. Là, c'est une annonce comme ça veut dire que... Il y a un point commun entre le PhD de ma femme et une potentielle entrée en bourse de Conto, c'est que tu ne demandes pas quand c'est fini. Ouais, c'est ça. La fin, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Conto avant qu'on termine cet entretien? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit? Tu y es depuis maintenant 5 ans, c'est ça? Ouais, 5 ans. Ça fait un peu dinosaure pour une boîte qui a 8 ans. Non, mais 500, t'as recruté plus de 500 personnes, beaucoup plus, tu disais, puisqu'il y a aussi du turnover. 5 ans, enfin bon... Et puis, la boîte a beaucoup progressé, a une croissance folle depuis 5 ans. Félicitations. Il y a un aspect très... Non, parce que tu as l'air calme, tu as l'air reposé, t'es souriant, tu as l'air d'être heureux dans ton taf. Donc, Ouais, mais tu sais, quand tu es là pour le long terme, il n'y a pas besoin de se stresser. Hein. Enfin, à nouveau, il y a beaucoup de boulot à faire pour construire l'offre bancaire complète. Je vois toutes les briques qu'on a conçues ces années, j'ai une idée de celles à faire sur les années à venir. Il y a largement de quoi s'occuper, tu vois. Et nous, on va faire à nouveau de le faire de manière organisée, prévisible, rigoureuse. Tu vois, on pense qu'on n'ira pas plus vite en se stressant. Donc, il y a un aspect qui est lié à ça, dont on va parler, c'est qu'on a une culture de travail où on est allé prendre ces principes du Lean que j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. Ce que j'aime bien dans cette doctrine, c'est que c'est une manière, à nous, de redonner du pouvoir aux gens qui font à la première ligne, en leur donnant le droit de résoudre leurs problèmes, de faire évoluer leurs procédures, leur manière de travailler, etc. Et en leur donnant de l'outillage pour le faire, des modèles mentaux. Voilà. Et tu vois vraiment des gens qui prennent ça à cœur. Et ça commence de manière très simple, hein, mais pour pouvoir mettre quelque chose, il faut le regarder. Pour regarder ce que tu fais, il faut bosser sur une chose à la fois. Et tu vois, la première chose que tous les ingénieurs qui nous rejoignent disent, c'est un tel soulagement d'être sur un seul projet à la fois. Alors du coup, pour nous, c'est complètement normalisé. Et tu vois, je parle avec d'autres CTO, ils me disent, ouais, j'ai 240 projets dans le portefeuille. Je sais pas, moi j'en ai 41, puisque j'ai 41 unités de production. Tu vois, j'ai 41 équipes quand je trie toute l'équipe, et du coup, je sais que j'en ai 41, quoi. Ça peut pas être autrement. Donc, on a ces marqueurs culturels très forts. Sur l'organisation du travail et sur du coup la capacité à le regarder et à s'améliorer. On appelle ça Conto Way, on essaie de pas en faire une secte, mais je pense que ça a un vrai impact sur à la fois le fait que les gens soient calmes au travail, se sentent en mesure de gérer comment ils bossent, de gérer leur travail, de l'améliorer, et donc sur la performance de la boîte derrière. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Pour moi, tu sais, quand tu es CTO d'une boîte comme Conto, t'as pas beaucoup de temps pour te poser la question de la prochaine étape. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de scale-up européenne qui est une marche d'après, parce que là, on est un peu sur la dernière marche de cette catégorie. Donc, tu vas aller au bout du truc, quoi, jusqu'à... Voilà, tu parlais de sweet spot. Je crois pas que mon sweet spot soit chez un GAFA. Donc, pour l'instant, je suis sur le bateau, tu vois. Le bateau avance. Il n'y a pas tellement de questions. D'accord. Écoute, merci Aymeric d'être passé par Off the Record. C'était une super conversation. J'ai l'impression que... en tout cas, ça donne envie d'aller travailler chez Conto. Vous recrutez en ce moment, d'ailleurs? On recrute. Tout le temps? On recrute tout le temps. Ok. Bon, bah écoutez, si vous êtes intéressé par Conto et que vous avez envie d'aller bosser avec les équipes d'Aymeric, allez faire un tour sur le site de Conto. Je suis sûr qu'il y a toutes les offres. Sur contoway.com. Il y a notre blog et plein de choses sur la culture, sur la tech. Bon, bah, je vous invite à aller découvrir encore un peu plus en profondeur cette startup absolument géniale. Je vous remercie d'être un partenaire aussi. C'est un plaisir de bosser avec vous. Je vous le dis, c'est génial
de travailler avec Conto. Donc, je suis très content de vous avoir comme partenaire dans Silicon Carnet. Je vous invite à vous abonner si vous aimez cette chaîne. Appuyez sur le petit bouton là, c'est très important pour l'algorithme sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouvel épisode de Off the Record. Allez, hasta luego amigos, bye bye.